Clap, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche. Hashtag la chaîne qui claque sur les réseaux sociaux, vous connaissez le dicton, vous connaissez le hashtag bien sûr. Aujourd'hui, et comme toutes les semaines désormais, on se retrouve dans ce petit podcast qui va sortir un petit peu plus tard que prévu bien sûr, parce que j'ai moi aussi des choses à faire dans ma vie. Donc du coup, je fais des choses dans ma vie. Donc du coup, cette semaine, en plus de la Sainte Trinité, comme d'habitude vous connaissez, Impact Wrestling, WWE, NXT et AEW Dynamite, cette semaine on va parler d'un revenant, on pourrait dire, de quelqu'un qui renaît dans cette pandémie mondiale. C'est NWA Power, toujours quand on les oublie, et en fait ils sont là, ils sont toujours là. Et cette semaine, ils sont de retour avec un show, un super power, l'épisode 21 d'NWA Power. On en parlera un tout petit peu plus tard. Donc du coup, cette fois, on se retrouve avec 4 shows. Juste avant de passer aux critiques, à mon avis, je vais un petit peu faire court d'ailleurs sur cette vidéo. Je vais surtout prendre les points qui sont, on va dire, importants dans ces shows-là pour pas vous faire non plus un play-by-play, comme on dit. Avant de commencer, du coup, ces critiques, je vous annonce, je vous spoil, je vous prédis, je vous fais l'annonce officielle que nous avons avec Megan, moi-même Megan et moi-même Tao du coup, on a tourné la vidéo qu'on avait annoncée déjà la semaine dernière, qu'on avait un petit peu teasé, une vidéo qui va sans doute être la plus grosse vidéo sans même aucun doute, la plus grosse vidéo de cette chaîne, donc du coup de la Taloche. On a tourné, on a fait du facecam, c'est la première fois qu'on se prête à faire du facecam. Donc voilà, on a fait avec les moyens du bord, on va dire. J'espère que ce sera beau rendu, que ce sera agréable aussi à l'écoute. J'espère également que vous serez nombreux à la sortie de cette vidéo qui sera, je l'espère, bien accueillie. Voilà, c'est une vidéo qui nous tient à cœur parce qu'on a quand même mis un projet, en tout cas c'est un projet très intéressant qu'on a mis en place. J'espère que vous serez nombreux au retour, que vous serez peut-être nombreux même pour les prochains numéros. Je ne sais pas, voilà, je tease, je spoil, je le fais en début de vidéo pour que vous soyez encore tous attentifs à cette annonce. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse un petit peu sur ce teasing de cette future vidéo. Je sais pas du tout quand elle va sortir. Je vais m'atteler au montage très rapidement. Je vais essayer de faire quelque chose qui sera beau, qui sera bien aussi à l'écoute, qui sera dans tous les cas une vidéo très travaillée. Donc j'espère fortement la sortir cette semaine, même si je m'annonce pas trop. Mais en tout cas, voilà, je sors cette vidéo le plus vite possible quand j'ai fini ce montage et quand je suis satisfait également du montage. Donc voilà, c'est je pense une grosse vidéo, même dans le YouTube Catch francophone game, on pourrait dire que c'est quelque chose pas de jamais vu, mais en tout cas un projet qui vaut le détour, on pourrait dire. On s'arrête pour cette petite annonce teasing pour l'avenir de la chaîne. J'espère que vous serez nombreux, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je fais également une parenthèse avant de commencer, c'est que je tiens énormément à vous remercier, chers auditeurs, auditrices et autres aussi, voilà, on ne laisse personne sur le bord de la route, pour les retours de la dernière vidéo qui est officiellement la vidéo la plus vue de la chaîne. Voilà, donc on n'a jamais fait autant de vues. J'ai eu des commentaires aussi également assez intéressants aussi à lire. Voilà, je suis très content de cette vidéo. Voilà, donc je suis très content, je vous remercie à toutes et à tous ceux qui ont regardé, qui ont même apprécié, ceux qui ont laissé un petit commentaire, même un petit like, parce qu'on a eu quand même des likes. Voilà, je suis très content et ça, voilà, je vais pas vous mentir, ça me donne vraiment très envie de continuer l'aventure YouTube avec vous qui m'écoutez, parce que voilà, ça motive énormément quand on voit qu'on se donne du mal pour faire une bonne vidéo, qui en plus a été vraiment un plaisir à tourner, la vidéo de Money in the Bank en compagnie de Megan, ça a vraiment été un plaisir. Je pense que ça se ressent à l'écoute, vous sentez les sourires sur les visages qu'on donne, voilà, on est comme la WWE, on donne des sourires sur les visages. Et voilà, on a pris également un plaisir à tourner cette vidéo qui était vraiment très fun, on s'est beaucoup marré. Voilà, je pense que Megan sera d'accord avec moi, mais on s'est beaucoup marré sur ce tournage de cette vidéo. Voilà, je me suis permis également un petit peu de montage vite fait, j'ai mis la musique de Benny Hill au moment du Money in the Bank match, je trouvais que c'était très adapté.
Et du coup, voilà, j'ai mis une petite musique d'ambiance derrière. J'ai essayé de faire un montage à la fois marrant, mais à la fois aussi un petit peu travaillé. Donc, je suis très très content des retours et du fait qu'on ait dépassé notre quota, notre quota habituel de vues. Donc, voilà, je tiens à vous remercier. On s'arrête ici sur ces remerciements et sur ces annonces. Et on passe au show hebdomadaire, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là également. On commence avec Impact, on passe dans l'ordre chronologique, hein. On commence avec Impact Wrestling, le show, si vous entendez des petits clics, bien sûr, comme d'habitude, vous savez, c'est moi qui utilise des anti-sèches parce que je ne retiens rien. Impact Wrestling du 12 mai, toujours sur Access TV, toujours à huis clos. On a eu cette semaine un show qui était plutôt sympathique. On a eu bien sûr les quarts de finale autour du tournoi pour déterminer le challenger numéro 1 au titre d'Impact qui ont continué, qui ont commencé même, on pourrait dire. Avant ça, je m'attarde un tout petit peu sur la division des Knockouts, la division féminine d'Impact qui est vraiment dans un renouveau très très intéressant. On a eu 2 matchs aussi très très intéressants dans cette division. Kylie Ray qui a fait ses débuts il y a maintenant quelques semaines maintenant, même quelques mois, il me semble qu'elle a fait ses débuts du côté d'Impact Wrestling. Et du coup elle a affronté cette semaine Tasha Steelz. Pour ceux qui regardent NWA Power, c'est pas quelqu'un qui vous est inconnu. Tasha Steelz qui est une régulière hein, du côté de la NWA Power, mais qui est désormais du côté d'Impact. Voilà, elle a signé avec Impact, ça a été annoncé, elle a fait un bon match, une bonne prestation contre Kylie Ray. Personnellement, c'est pas une catcheuse sur laquelle je miserais énormément, mais que je trouve quand même très très sympathique. Elle fait pas tâche forcément hein, dans cette division des Knockouts, mais c'était un match très sympathique, une victoire de Kylie Ray avec un STF, hein, une prise de soumission. Vous connaissez, hein, c'est la prise de soumission à la John Cena, Kylie Ray qui fait du coup abandonner Tasha Steelz dans un très très bon affrontement. Le deuxième combat qu'on a eu autour de cette division des Knockouts qui est en renouveau total, c'est Kimberly qui a affronté Havok dans un match qui était vraiment très très sympathique. J'adore Kimberly, je l'ai déjà dit la semaine dernière il me semble, mais Kimberly c'était une ancienne de WWE NXT qui n'a pas eu vraiment sa chance. Moi personnellement je l'apprécie énormément, donc je suis très content de la voir du côté d'Impact, ça apporte encore du frais. Et là elle fait encore une très très bonne prestation contre Havok en plus, donc voilà c'est très sympathique. On a eu encore une intervention, on pourrait dire indirecte, de Nevaeh, je sais pas comment on prononce, qui est du coup une ancienne catcheuse qui avait travaillé avec Havok, et dans l'histoire du coup elle est censée connaître Havok. Donc voilà, on continue toujours cette histoire autour d'elle. Et on en profite pour mettre Kimberly en avant dans un très très bon affrontement, donc c'est tout bénef on pourrait dire. Voilà, donc du coup on revient sur les quarts de finale pour devenir challenger numéro 1 dans ce tournoi. On a eu le premier qui était l'opener d'ailleurs de ce show, c'est Hernandez qui a affronté Matt Bad Fulton qui représente du coup OVE. Il est accompagné de Dave et Jake Christ hein, bien sûr. Et du coup voilà, c'était un combat que j'ai pas trop apprécié, malgré le fait que j'appréciais beaucoup Matt Fulton et qu'Hernandez c'est un catcheur que j'avais beaucoup apprécié à l'époque de la TNA, mais forcé de constater que ça passe pas trop entre les deux. Donc du coup voilà, c'est une victoire d'Hernandez. Je suis assez déçu, je vous avoue, de ce premier affrontement. Pas forcément en termes de in-ring, hein, parce que sur le ring, je m'attendais pas non plus à un 5 étoiles. Mais en tout cas, moi j'espérais que Matt Fulton réussisse à passer ce quart de finale et un petit peu plus loin dans le tournoi pour être un petit peu plus mis en avant. Mais ça n'a pas été le cas, ils sont misés sur Hernandez, ce qui est, on va dire, logique hein, quand on parle en termes d'économie. J'imagine qu'Hernandez coûte plus cher que Matt Fulton. Mais voilà, je suis un petit peu déçu, j'aurais vraiment espéré voir Matt Fulton plus mis en avant dans ce tournoi en tout cas, parce que c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup, et en plus accompagné de Dave et Jake Chris, pardon, c'est vraiment, je trouve, une très très bonne association. Voilà. Le deuxième quart de finale qu'on a eu pendant ce show, c'est Trey Miguel, Trey qui représente directement les Rascals, on va dire, même s'il est plus trop en équipe avec eux, qu'ils sont pas trop en interaction. Trey Miguel qui affronte Rohit Raju. Sur papier, ça envoie pas forcément du rêve, hein, on se croirait plutôt dans un tournoi X-Division, mais du coup, on est vraiment pour devenir challenger numéro 1 pour le titre Impact Wrestling, et c'est Trey Miguel qui remporte cet affrontement contre Rohit Raju. J'ai envie de vous dire, logique, jusque là on s'attend pas non plus à que Rohit Raju passe forcément ses quarts de finale ou aille plus loin, c'est pas quelqu'un sur lequel je mise en tout cas.
Je trouve personnellement que c'est un catcheur que je commence à apprécier, je commence à un petit peu connaître comment il fonctionne, donc je commence à apprécier, mais pour moi c'est pas un catcheur qui devrait être dans le main event, voilà. Pour moi ce serait bien, pourquoi pas même un titre intermédiaire, titre X Division, mais pas plus, ou en tout cas pas en tant que challenger vraiment sérieux. Voilà, donc on a eu Trey Miguel qui a remporté cette victoire et qui du coup passe les quarts de finale. Voilà, très très sympathique. Trey Miguel il mise sur lui depuis quelques mois maintenant et ça continue, donc j'ai hâte de voir les prestations qu'il va fournir durant ce tournoi. L'une des choses aussi à retenir, c'est toujours les champions par équipe de Impact, j'allais dire de TNA, oulala. Les champions par équipe de Impact qui sont bloqués au Canada, je le rappelle, comme la semaine dernière, on se retrouve avec un segment préenregistré, un petit peu monté, où les deux affrontent des jobbers, des mecs totalement frêles qui se font détruire. Et j'ai encore une fois apprécié, comme la semaine dernière, ce petit segment. J'espère que ça va pas non plus tourner en rond trop longtemps parce que c'est le genre de truc où au bout d'un moment on se lasse un petit peu. Mais en tout cas cette semaine j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai même rigolé devant l'affrontement, devant les têtes d'ailleurs d'Ethan Page quand Josh Alexander enchaîne les deux autres catcheurs. Et du coup voilà, c'est une victoire des deux champions par équipe, victoire logique qui conservent leur titre. Et voilà, c'est toujours très appréciable de les voir malgré le fait qu'ils peuvent pas être présents dans les shows. Donc c'est une manière intelligente de les mettre quand même dans le contenu sans forcément passer pour quelque chose de construit un petit peu n'importe comment. Donc là c'est vraiment assumer le côté un petit peu décalé. Et ça permet, comme je l'ai dit, de les mettre dans les programmes. La dernière chose à retenir, en tout cas pour ma part, c'est le main event. Le main event de cette soirée du côté de Impact, c'est le champion de la TNA, le champion poids lourd de la TNA, c'est Moose, bien sûr, le champion autoproclamé, qui affrontait ce soir Suicide, donc du coup un TNA original, on pourrait dire, en tout cas dans le contexte d'Impact, un TNA. Voilà, c'est clairement pas le match de la soirée, mais c'est un match qui s'avérait assez sympathique. Suicide qui a fait preuve un petit peu de rendu. Il a essayé d'affronter Moose. Il y a eu quelques bonnes prises. Ça s'est bien passé. Ça a duré plus d'une quinzaine de minutes. Donc c'est quand même un affrontement qui est pas juste un vulgaire squash. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est une victoire de Moose en toute logique, qui conserve du coup son titre TNA. Champion du monde poids lourd, logique, et ça continue à construire Moose comme, on va dire, le réel champion actuellement dans cette période de confinement du côté d'Impact. Voilà, j'espère que ça va continuer cette histoire avec Moose parce que j'apprécie vraiment beaucoup, et j'espère à terme, voilà, je l'avais déjà fait ce petit pronostic dans les vidéos où je parlais des renvoyés qu'il y avait eu il y a quelques semaines maintenant du côté de WWE, mais j'espère et j'aimerais beaucoup que Eric Young qui est un TNA Originals pour le coup, revienne du côté d'Impact et créer une sorte de vrai programme avec Moose tout simplement autour du titre TNA. Ce serait très très appréciable, même si j'ai l'impression en tout cas qu'on se positionne vraiment dans une réalité où Moose se considère vraiment comme le champion du monde, et du coup le moment où Tessa Blanchard sera de retour dans les programmes, malheureusement il va y avoir une sorte de rivalité entre les deux pour déterminer le vrai champion du monde. Et je trouverais ça peut-être un petit peu trop précipité. J'aimerais vraiment qu'on ait une construction derrière pour Moose, et pour qu'autant voulu où on peut faire ce programme là, qu'on prenne vraiment le temps pour créer un réel programme, ce serait très très cool. Voilà, on passe au show suivant, NWA Power avec l'épisode 21, Super Power, un show plus que spécial. Bien sûr, c'est de l'ironie, parce qu'on s'est tapé un show qui était somme toute sympathique, mais qui était à la hauteur, on va dire, des shows NWA Power qu'on avait jusque-là, des épisodes même. Voilà, c'est un show qui a duré un peu plus longtemps que les épisodes habituels, ça a duré 1h30. Pour le coup, eux, c'était pas en huis clos, on était vraiment dans la même configuration que d'habitude, c'est vraiment juste qu'ils ont, j'imagine, récupéré des enregistrements qu'ils avaient déjà fait au préalable pour créer une sorte de vrai gros show. Voilà, malgré tout, malgré ces 1h30 de show, il n'y a pas grand chose que j'ai retenu, c'est une construction simple, c'est pas que j'ai pas aimé le show, j'ai plutôt apprécié dans sa globalité, mais je n'ai pas trouvé un réel intérêt, j'ai pas compris d'ailleurs, ils ont essayé de parler de season finale, de fin de saison, l'épisode final. Voilà, je trouve que ça s'y prête pas du tout. Et même je me suis dit, quand ils ont parlé de season finale, je me suis dit que c'est dommage
qu'NWA Power ne marche pas comme la Lucha Underground. Lucha Underground, ouais, vous m'avez dit l'accent anglais incroyable. Mais voilà, la Lucha Underground, c'était vraiment un show, déjà, un show incroyable, que si vous n'avez pas regardé, je vous invite vraiment à aller voir. Je fais une dédicace d'ailleurs à Tonton Chris du Catch Up, avec qui on a parlé dans mon interview qui est sur la chaîne de Catch Up, qui est encore disponible. Voilà, on a parlé de la Lucha Underground parce qu'on est tous les deux des grands fans de ce programme-là, de cet ancien programme, on pourrait dire maintenant. Et pour le coup, je trouve ça dommage que NWA Power ne mise pas sur tout simplement une saison. Voilà, il pourrait faire des shows par saison. Je pense que ce serait vraiment plus sympathique, et du coup avoir un vrai season final avec un vrai affrontement à la fin, ce serait, je trouve, beaucoup plus cool, et en tout cas sur ce qu'ils essaient de s'aligner sur du coup les épisodes, parce que ça marche par épisode NWA Power, ce serait plus logique. Voilà, dans les peu de choses que j'ai retenu et qui sont à retenir pour moi dans ce show NWA Power, c'est la confrontation entre les Rock'n'Roll Express et Aaron Stevens, accompagné de Question Mark. C'était un match tag où les deux équipes se sont affrontées. Je vais aborder le point négatif, parce que pour moi c'est un point à retenir, mais c'est pas forcément un point positif. C'est le fait qu'Aaron Stevens est actuellement toujours le champion national du côté d'NWA. Donc malheureusement, voilà, on a un champion national qui se retrouve dans un programme comédie. Certes, Aaron Stevens c'est un très bon catcheur comédie, je trouve, mais c'est pas non plus, pour moi en tout cas, un catcheur incroyable. Et je trouve que malheureusement le titre national est totalement délaissé et perd totalement de son prestige depuis qu'il est autour de la ceinture noire même, on pourrait dire, d'Aaron Stevens. Donc voilà, clairement Question Mark et Aaron Stevens c'est des comédies caractères, des personnages comédies. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai quand même bien apprécié cette confrontation avec les Rock'n'Roll Express qui sont malgré tout limités. Mais j'ai pas grand chose à dire de plus, et comme je l'ai dit, c'est dommage qu'on ait la ceinture nationale qui est dans cette histoire. Voilà, d'ailleurs en parlant de titre national, je fais un petit point par le titre télévision, qui pour le coup lui n'était pas présent du côté de NWA Power épisode 21. Le champion Zicky Dice, le nouveau champion on pourrait dire, parce qu'il n'a pas eu d'autres matchs depuis qu'il est champion, c'est qu'il n'était pas présent. On a eu une petite promo pour lui, pour le rappeler qu'il était champion, qu'il avait gagné la ceinture, un petit peu son histoire depuis qu'il est NWA Power, donc depuis quelques épisodes maintenant, et il n'a pas été présent, donc du coup forcément on a le titre national qui est pratiquement absent en fait, parce que on mise pas du tout sur lui, à part que Aaron Stevens le porte, sinon il n'y a vraiment aucune utilité. Et le titre télévision qui est absent totalement de l'écran. Donc voilà, c'est à noter les titres secondaires qui commencent à être à mal du côté de NWA Power. Ça commence à, je vais pas dire que ça commence à faire peur, mais il faudra peut-être se reconcentrer peut-être sur le petit titre qu'on a pour leur apporter vraiment de l'importance avant que ça devienne juste des objets de décoration. On continue le show avec le titre féminin. On va parler du titre féminin de NWA, toujours détenu par Thunder Rosa, très bonne catcheuse que j'apprécie de plus en plus au fur et à mesure des semaines, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de show NWA Power, je l'apprécie toujours autant. Melina qui s'est un petit peu incrustée dans cette histoire en disant que voilà, Melina c'est la superstar, elle a rien besoin de prouver pour avoir des matchs de championnat, et du coup voilà, Thunder Rosa qui était son ancienne acolyte on va dire, maintenant ils sont ennemis, donc ils vont devoir un jour se mettre la main l'une sur l'autre. Il y a Allysin Kay également qui est l'ancienne championne qui est un petit peu à l'intérieur de cette histoire. Voilà, et la dernière participante autour de cette histoire pour le titre féminin de NWA Power, c'est Camille. Camille qui est la manageuse garde du corps, on pourrait dire, du champion du monde de NWA, c'est Nick Aldis. Et Camille qui, dans le dernier show, il me semble que c'était le dernier show avant cette grande pause de NWA Power, est venue un petit peu confronter Thunder Rosa sur le ring, en lui l'annonçant, même si elle parle toujours pas. Elle lui a fait comprendre que clairement la prochaine étape pour elle c'était le titre féminin des WA, et ça c'est un programme que j'ai hâte de voir. Donc pour le coup Melina et Allysin Kay ça m'emballe pas plus que ça, même si je sais que c'est des très bonnes catcheuses. J'aimerais vraiment voir une réelle rivalité autour de Thunder Rosa et Camille, tout simplement pour avoir vraiment une bonne prestation. D'ailleurs Camille a fait un match durant ce show, match qui était clairement assez rapide, c'était vraiment pour mettre en avant Camille, qui remporte ce match avec un spear, un très beau spear d'ailleurs de la part de Camille. Voilà, j'apprécie vraiment cette catcheuse, déjà parce qu'elle a un gabarit qui est plutôt différent des autres femmes de la promotion. Elle est assez grande, elle est assez musclée.
Le fait aussi que son personnage ne parle pas depuis le début, c'est quelque chose qui rajoute un petit peu d'histoire derrière et que je trouve toujours sympathique. Et forcément aussi, hein, vu qu'elle est mise en avant, parce qu'elle est la manageuse garde du corps de Nick Aldis, elle, depuis le début, hein, elle est mise en avant comme quelqu'un de dangereux, malgré le fait qu'il y ait des hommes qui sont assez robustes autour d'elle. Et pour le coup, ça marche très très bien. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir Camille en action. Et j'ai hâte de voir surtout un match entre Thunder Rosa et Camille pour le titre NWA, qui je pense peut être un très très bon match. Voilà. Donc voilà, autour du titre féminin. On passe autour de la chose la plus importante, on pourrait dire, d'NWA Power. C'est tout ce qui se passe autour de Strictly Business, le clan de Nick Aldis. Donc je le rappelle, hein, pour ce qu'il y a dans le clan, c'est Nick Aldis, Thomas Latimer, Roy Isaac et du coup Camille. Voilà, et du coup qu'ils affrontent Villain Enterprise, oulala, c'est difficile à dire, Villain Enterprise composé de Marty Scurll qui est le leader et également qui est le scénariste en chef du côté de la Ring of Honor, accompagné de Brody King cette soirée. Et bien sûr dans ce groupe il y a également l'ancien champion de la Ring of Honor qui est mince, j'ai oublié son nom, le vieux PCO, le vieux PCO, le vieux québécois PCO, voilà, qui lui n'était pas présent pour ce show. Et du coup dans le main event de cette soirée, de ce Super Power, on a eu Nick Aldis accompagné de Thomas Latimer, de Tom Latimer, qui ont affronté du coup Marty Scurll et Brody King. Le début, on va dire, hein, de ces hostilités physiques sur le ring, parce qu'ils sont déjà un petit peu confrontés à l'extérieur du ring, ils sont un petit peu bagarrés les deux groupes. Cette fois-ci, on a eu un vrai match de catch entre les deux. Clairement on avait le Villain Enterprise qui était considéré comme les gentils dans cette histoire, et le Strictly Business qui était les grands méchants, qui d'ailleurs l'ont prouvé durant cet affrontement parce qu'ils ont triché. Voilà, ils ont tapé Brody King dans le dos de l'arbitre avec il me semble la ceinture. Et voilà, c'était un très très bon main event, hein, 2 contre 2 très très bon main event qui continue à mettre en place ce qui se passe, hein, autour du programme du champion du monde poids lourd Nick Aldis. Pour rappeler ceux qui avaient un petit peu oublié ce programme, c'est Marty Scurll qui est revenu, qui fait maintenant une sorte de pont entre la Ring of Honor et NWA Power, qui est venu confronter Nick Aldis, qui sont amis, hein, depuis très très longtemps, ils sont amis d'adolescence, il me semble qu'ils ont commencé le catch ensemble. Et du coup voilà, Marty Scurll il a dit il y a un an, parce que pour ceux qui avaient oublié, il y a un an maintenant, lors du pay-per-view d'NWA, qui était Crockett Cup, Marty Scurll et Nick Aldis se sont affrontés dans un match assez long, dont on terminait en 100. C'était un très très bon match, assez old school, hein, dans la construction, mais NWA se concentre vraiment sur du catch un petit peu à l'ancienne, et du coup c'était une très très bonne confrontation qui a vu Nick Aldis remporter la victoire et du coup conserver son titre de champion du monde d'NWA. Mais Marty Scurll, malheureusement, il n'a pas oublié cette histoire, et du coup il est venu le reconfronter il y a maintenant plusieurs mois, et la petite stipulation qui devait avoir lieu du coup au Crockett Cup de 2020, qui malheureusement a été un show annulé, hein, parce qu'il devait être en début avril, donc il a été annulé, c'était que Marty Scurll, s'il perd, il devra rembourser toutes les personnes qui sont dans l'arène, donc ça fait quand même pas mal de gens, et même s'il est devenu scénariste en chef de la Ring of Honor, j'imagine que ça fait quand même un paquet d'oseille. Voilà, donc du coup la confrontation qui n'a pas eu lieu au pay-per-view, ce show là a été enregistré également avant, avant que le pay-per-view devait avoir lieu, et du coup on se retrouve avec cette confrontation qui j'imagine devait être l'une des dernières confrontations avant le pay-per-view qui se retrouve ici. J'imagine que du coup le programme va continuer, dans quelles circonstances on ne sait pas encore, j'ai hâte de voir la suite. Parce que du coup je suis totalement dans l'incertitude, je ne sais pas du tout si NWA Power ils ont encore des épisodes en stock qui peuvent sortir, ou est-ce qu'ils doivent retourner des choses, comment ça va se passer pour la suite je sais pas du tout, mais en tout cas je suis très très content qu'ils aient pas abandonné ce programme qui est pour moi le programme le plus intéressant du côté de NWA en ce moment. Voilà, on passe à NXT, on passe à la WWE, toujours à huis clos. On est du côté du Full Sail University Stadium, enfin le Full Sail University tout court, c'est pas un stade. Voilà, c'était un show NXT que j'ai plutôt bien apprécié, affronté pas du tout, je commence à raconter de la merde. On a eu bien sûr le tournoi pour déterminer le champion par intérim poids léger. Voilà, toutes les semaines je galère avec cet intitulé de tournoi, c'est très très compliqué. Mais du coup, pour un petit peu dire ce qui s'est passé, cette semaine on a eu Jake Atlas
contre Tony Nese, une confrontation qui était somme toute sympathique. Tony Nese, c'est un catcheur que j'apprécie énormément. Jake Atlas, je commence à le connaître en fait, donc je l'apprécie forcément de plus en plus. Il a un très très bon catch, c'est un très très bon catcheur. Pour moi, il manque un tout petit peu de charisme quand même, donc peut-être qu'il faudrait, il faudrait peut-être un petit peu plus donner de profondeur. Quand je dis ça, bien sûr, je ne parle pas forcément de son combat de tous les jours, vu qu'il il fait partie de la communauté LGBT, mais voilà, qu'il ait un petit peu plus de répondants, plus qu'être là présent physiquement. Peut-être qu'il y a autre chose à faire. Mais en tout cas, j'apprécie quand même beaucoup ce qu'il nous présente sur le ring. Jake Atlas qui remporte cette victoire contre Tony Nese avec son magnifique DDT en faisant cette roulade sur la 3ème corde. Très très belle finish, voilà, c'est vraiment super bien trouvé et c'est toujours très très impactant. La semaine dernière d'ailleurs, il me semble qu'il avait affronté Drake Maverick et ça avait été vraiment très très choquant, il y a 2 semaines, je sais plus. Donc voilà. Le deuxième match de ce tournoi, c'était... D'ailleurs, on a des tournois dans tous les shows, j'ai l'impression. Impact, NXT, Dynamite, bientôt à SmackDown aussi d'ailleurs. Voilà, donc apparemment le tournoi maintenant c'est devenu un petit peu la norme en temps de huis clos. Du coup, comme je disais, le deuxième match de ce tournoi pour déterminer le champion par intérim poids léger, c'est Gallagher, Jake Gallagher, le Britannique, Jake Gallagher maintenant. Voilà, il a ses tatouages partout sur le corps que personnellement je trouve d'une immondice absolue. Ce n'est que mon avis, mais bon, on est sur ma chaîne, donc forcément j'ai raison. Il affronte du coup Isaiah Swerve Scott, et à mon grand étonnement, c'est Jake Gallagher qui remporte cette victoire. Il remporte cette victoire avec un spinning elbow, donc voilà, une prise assez impactante, mais on n'a pas l'habitude forcément de voir ça en tant que finish tout simplement. C'est plutôt un coup qui est généralement fait un petit peu par-ci par-là, mais jamais en tant que finish, et là du coup ça a été utilisé en tant que finish et je trouvais ça super cool. Voilà, Jake Gallagher, alors autant maintenant en termes j'allais dire de design, mais on est sur une vraie personne, donc voilà, en gros, je déteste son nouveau physique, ses tatouages et un petit peu ce qui est présent maintenant, mais sur un ring je trouve super cool. Voilà, d'ailleurs j'en ai débattu avec quelqu'un sur Twitter, mais c'est vrai que Jake Gallagher, depuis qu'il est devenu un petit peu méchant, depuis qu'il est revenu avec ses tatouages, il est vraiment beaucoup plus agressif sur un ring, et c'est pas pour me déplaire. Voilà, donc Isaiah Swerve Scott qui perd, je sais pas si c'est sa première défaite dans ce tournoi, mais c'est assez étonnant parce que j'étais persuadé pour le coup qu'il allait vraiment un petit peu rouler sur le tournoi, et là du coup il perd contre Jake Gallagher qui est clairement pas non plus un catcheur qui est vraiment mis en avant du côté de NXT, même de 205 Live d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a eu un programme qui est très intéressant que j'ai hâte de voir autour de Finn Balor qui a affronté Cameron Grimes après cette... voilà, ils sont pris de la tête tous les deux la semaine dernière. Ils sont un petit peu confrontés, du coup ils avaient décidé d'un match cette semaine. Le match a eu lieu, malheureusement pour Finn Balor, il a perdu, et il a perdu d'une manière assez sympathique. C'est Damian Priest, l'ancien Punishment Martinez du côté de la Ring of Honor, qui est venu attaquer Finn Balor avec sa canne voilà, dépliant, je sais pas comment on appelle ça. Il déplie sa canne d'un seul coup là, comme un magicien, comme Ace Austin du côté d'Impact. Et du coup il a attaqué directement Finn Balor dans le genou, aïe aïe aïe, ça fait mal. Oui, je fais même les bruitages si vous voulez. Et du coup, Finn Balor, derrière, il n'a pas réussi à se remettre debout. Et Cameron Grimes en a profité pour faire sa finish, le cave-in. D'ailleurs, c'était fait d'une façon assez originale parce qu'il avait clairement... il était par-dessus Finn Balor. Généralement, le cave-in, pour ceux qui ne voient pas la prise, c'est ce fameux saut avec les deux pieds qui arrive directement au niveau des épaules. Et du coup, avec ce bond, il propulse son adversaire directement au sol avec ses deux jambes. Et du coup, cette fois-ci, en fait, il l'a propulsé directement comme s'il faisait de la gymnastique. Il s'est mis sur les épaules de Finn Balor et voilà, et c'était parti, il allait s'envoler. Voilà, c'était assez marrant. Comme fin, bon, c'est pas quelque chose à retenir vraiment beaucoup, mais je trouvais ça marrant quand j'ai regardé le match. Et du coup forcément, après le match, Damian Priest il attaque encore Finn Balor, il prend une petite chaise et il s'assoit sur Finn Balor bien sûr, ça doit être très confortable de s'asseoir sur une chaise sur Finn Balor, et du coup il annonce que ça lui a fait plaisir de l'attaquer ce soir, mais que ça lui fait pas autant plaisir qu'il y a 3 semaines quand il l'attaquait dans les vestiaires. Et là, mettez une musique dramatique derrière, on apprend que Damian Priest c'est lui qui a attaqué Finn Balor il y a 3 semaines tout simplement, quand Finn Balor devait affronter Velveteen Dream, et du coup ce match n'a pas pu avoir lieu parce que Finn Balor n'est jamais venu, et du coup il s'était fait attaquer. Du coup on apprend que c'est Damian Priest qui l'a attaqué il y a 3 semaines. Voilà, donc début de rivalité entre Damian Priest
Et Finn Balor, excusez-moi si j'ai Damien Priest, je trouve ça assez... voilà, c'est facile de dire Priest alors que Priest, faut faire l'effort de prendre l'accent. Mais sinon, voilà, Finn Balor et Damien Priest, qui sont tous les deux des heels, des méchants, et du coup ils rentrent en rivalité l'un avec l'autre. Et ça, c'est original. C'est pour ce genre de choses d'ailleurs que j'apprécie beaucoup NXT. C'est parce que cette barrière entre les gentils et les méchants, elle est, c'est pas une barrière qui empêche que les méchants affrontent les méchants et que les gentils affrontent les gentils. Donc là, on a une réalité entre deux méchants, et je trouve ça extrêmement cool déjà. Et surtout, j'ai hâte de voir ces matchs, parce que vu la différence déjà de gabarit qu'on a entre les deux, et également de catch, et ben je pense que ça va être des très très bonnes prestations. Et j'ai hâte de voir la suite, voilà, j'ai hâte de voir tout simplement les matchs qu'ils vont nous proposer, parce que je pense que ça va être très très cool. On passe à l'information. Je m'arrête pas forcément sur la division féminine cette semaine, qui n'était pas des plus intéressantes, on va dire. On a eu rapidement un Tegan Nox qui a affronté et battu très rapidement Indy Hartwell, qui est une jobbeuse assez régulière désormais du côté de WWE. C'est quelqu'un que je commence à apprécier beaucoup, hein. Indy Hartwell, pas Tegan Nox. J'ai toujours du mal avec Tegan Nox. Mais Indy Hartwell, c'est une catcheuse que je trouve en tout cas assez charismatique, donc j'ai vraiment hâte de la voir durant ces prochains mois, durant ces prochaines années, parce que je pense que ça peut être une très bonne performeuse, une très bonne catcheuse dans les programmes de WWE. Le deuxième point du côté de la division féminine, qui est pas très intéressant mais que je précise quand même, c'est Kayden Carter qui a affronté et battu très facilement, on va dire, Aliyah. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, hein, Aliyah la semaine dernière, elle était intervenue dans le match entre Chelsea Green et Xia Li, pour un petit peu mettre à mal Xia Li, voilà, puisque pour rappeler, hein, Xia Li avait cassé le nez de Aliyah il y a maintenant quelques mois. Du coup, forcément, Aliyah est venue pour un petit peu se venger. Juste après ça, il y a Robert Stone, qui est le manager de Chelsea Green, qui lui a tendu la main pour un petit peu dire: maintenant tu vas être dans mon clan, dans le clan à Stone. Voilà. Et du coup, Aliyah avait tendu la main elle également, et elle avait rejoint le clan, on va dire, non officiellement. Mais du coup, cette fois-ci, cette semaine, elle se fait totalement détruire par Kayden Carter, et tout simplement après Robert Stone il est un petit peu dégoûté, donc du coup il laisse Aliyah à son sort et il s'en va. Donc j'imagine qu'on va créer une sorte de programme autour de ça. Mais voilà, Aliyah, comme je le dis depuis le début de cette chaîne, donc depuis octobre, depuis septembre même, on s'en fout Aliyah, c'est une mauvaise catcheuse, on s'en fout. Voilà. Pour le petit point féminin, parce qu'on fait toujours un petit point féminin bien sûr, on est toujours dans l'égalité des sexes, mais le programme le plus intéressant de cette soirée, c'était un programme que je n'avais pas vu venir, et je pense comme vous d'ailleurs qui écoutez cette vidéo, vous n'avez pas vu venir, c'est tout ce qui s'est passé autour de Matt Riddle et de Timothy Thatcher. Alors le show s'était ouvert avec le match pour les titres de NXT, les titres par équipe de NXT. C'était Matt Riddle bien sûr qui défendait les ceintures avec Timothy Thatcher qui sert un petit peu de pas de larbin mais de remplaçant à Pete Dunne qui ne peut pas être présent. Ils ont affronté Marcel Barthel et Fabian Aichner qui ont confronté les deux champions la semaine dernière qu'ils ont attaqués. Donc du coup cette semaine ils ont eu le droit à un petit match pour les titres NXT, et à mon grand étonnement c'est une victoire des Européens, de Marcel Barthel et de Fabian Aichner, qui représentent du coup Imperium, qui sont devenus du coup les nouveaux champions par équipe d'NXT. Alors ça j'étais très étonné. L'affrontement était, j'ai pas trouvé forcément incroyable, mais qui était quand même assez sympathique. Et tout simplement la chose importante à retenir de ce match là, c'est que Timothy Thatcher, il s'en est allé, voilà, il a laissé Matt Riddle à son triste sort, et il a laissé se faire détruire, et du coup perdre les ceintures par équipe, aux mains du coup de Imperium, et tout simplement parce que Matt Riddle, à un moment, il a fait un magnifique monkey flip sur, il me semble que c'était sur Marcel Barthel, et tout simplement Marcel Barthel, et il est tombé sur Timothy Thatcher, et du coup à ce moment-là, Timothy Thatcher, il est parti, il a laissé Matt Riddle à son sort. Voilà, donc du coup après, forcément Matt Riddle il est un petit peu étonné, il dit mais pourquoi tu m'as laissé, et du coup les deux commencent à un petit peu se confronter directement dans les vestiaires, et ils se frappent, et du coup après cette bagarre on annonce qu'il va y avoir un match qui sera le main event du coup cette soirée entre Matt Riddle
et Timothy Thatcher. Voilà, c'était étonnant déjà ce qui s'est passé en tout début de show. Et du coup, en fin de show, ça aussi ça m'a un petit peu étonné également, c'est du coup le match Matt Riddle contre Timothy Thatcher qui a lieu. Et c'est une victoire de Matt Riddle. Matt Riddle qui réussit à contrer Timothy Thatcher et lui faire un petit paquet pour réussir à remporter la victoire. Forcément, après le match, Timothy Thatcher n'est pas en reste et l'attaque directement, lui porte son magnifique armbar pour détruire encore plus Matt Riddle. Et on termine du coup ce show avec Timothy Thatcher qui certes a perdu ce main event mais qui est l'homme debout, le dernier homme debout entre Matt Riddle et lui-même. Voilà, c'est étonnant, Timothy Thatcher qui n'est plus avec Matt Riddle déjà, ça fait quoi, 3 semaines, 4 semaines peut-être qu'ils se sont un petit peu réunis et du coup maintenant ils sont plus ensemble, il y a une réalité. Timothy Thatcher qui clairement vu le main event se positionne clairement comme un heel, comme un méchant. Timothy Thatcher qui est dangereux, voilà, je sais pas, j'aimerais bien avoir les retours des gens qui connaissaient pas forcément Timothy Thatcher avant il y a quelques semaines, mais voilà, vu que moi je le connais un petit peu, je sais que c'est un catcheur très dangereux. Il a un style de catch qui est aussi assez lent, assez technique, qui voilà, c'est un petit peu du MMA on pourrait dire, hein. C'est de la soumission, c'est des coups bruts, des choses comme ça, donc je sais pas si les gens qui commencent à connaître Timothy Thatcher ont apprécié ce match ou pas du tout. Alors c'est pas du tout vos styles de catch, je pourrais comprendre, si c'était pas du tout le cas, si vous appréciez pas du tout le catch qu'a proposé Timothy Thatcher, mais pour le coup moi c'est un catch que j'aime vraiment beaucoup et que je suis très étonné de voir de plus en plus du côté de WWE durant ce confinement. On a eu beaucoup de confrontations de ce genre-là, un petit peu assez lentes, un petit peu en mode MMA, et pour moi, voilà, j'apprécie beaucoup. Hein, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir du côté de WWE, donc c'est toujours appréciable. Timothy Thatcher qui du coup se positionne comme le méchant. On va avoir, j'imagine, une rivalité entre Matt Riddle et Timothy Thatcher, et j'ai vraiment hâte de voir cette rivalité parce que les deux sont des catcheurs que j'apprécie énormément. Voilà. On termine cette critique avec AEW Dynamite, le show qui est également le 13 mars, hein, le deuxième show de cette guerre du mercredi soir. C'était un show qui prépare clairement Double or Nothing. On est à une semaine et demie de Double or Nothing qui va avoir lieu le 23 mai 2020. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire et je ferai les titres pronostics pour Double or Nothing. Je le ferai sans doute après mercredi prochain, après mercredi, je sais pas du tout quand va sortir cette vidéo, mais après le dernier show avant le pay-per-view Double or Nothing, donc le dernier AEW Dynamite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir mes pronostics, d'écouter mes pronostics, parce que je me ferai un plaisir de pronostiquer ce show que pour le coup j'ai vraiment hâte de voir parce qu'il a l'air très très cool. En tout cas sur le papier. Du coup, dans ce AEW Dynamite qui construit clairement Double or Nothing, c'est, comme je l'ai dit, hein, toujours la construction. Et du coup, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, on va avoir un match casino qui sera une sorte de mélange entre un Money in the Bank et un Royal Rumble. Donc on commence avec 2 catcheurs sur le ring. Et le but c'est d'aller décrocher le contrat, j'imagine, quelque chose comme ça qui va être posé plus en haut. Donc il va falloir prendre les échelles et le décrocher. Et il me semble que toutes les minutes ou toutes les 30 secondes, un nouveau catcheur rentre. Donc voilà, on a le parfait mélange entre le Royal Rumble et le Money in the Bank. Donc pour le coup, c'est vraiment étonnant. J'ai hâte de voir comment ça va se proposer, mais j'ai hâte de voir ça. Donc du coup, dans cette construction, bien sûr, je vais pas vous dire qui est dans ce casino match. Je sais pas comment il s'appelle, mais on va avoir Orange Cassidy, également Rey Fenix. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé durant cet affrontement. Donc l'opener, c'était Best Friend contre les Jurassic Express. Match qui était vraiment sympathique, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais l'info importante, malheureusement j'ai envie de dire, vu que les deux équipes sont quand même des bonnes équipes, mais l'information importante à retenir, c'est Rey Fenix qui est arrivé de nulle part, et qui a foutu un magnifique kick dans la tête de Orange Cassidy qui était sur la rampe d'entrée. Voilà, des images qui font froid dans le dos hein, quand on regarde ça. Et bien sûr juste après, forcément ça trouble un petit peu les gens qui étaient sur le ring. Et MJF en profite pour essayer d'attaquer Jungle Boy, d'ailleurs il y arrive assez bien. Et après tout ça, les Best Friends, donc Chuck Taylor et Trent, arrivent à remporter la victoire. C'est pas un heel turn de la part des Best Friends, mais c'est vraiment voilà, une sorte de victoire, on va dire, en opportuniste, on pourrait dire. Mais voilà, on continue à construire ce qui se passe autour du titre, du match casino qui va avoir lieu bientôt. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce match parce que c'est vraiment un match qui m'intrigue beaucoup.
On part du coup du côté de la division féminine de AEW. C'est comme la semaine dernière, il me semble, il y a 2 semaines, c'est un Fatal 4-Way. Donc on est avec 4 filles, 4 femmes, 4 catcheuses qui se confrontent. Cette fois-ci, on a Hikaru Shida, Chris Statlander, Dr. Britt Baker et Penelope Ford. C'est une victoire de Hikaru Shida qui se positionne clairement comme la challengeuse numéro 1 pour le titre de Nyla Rose qui va avoir lieu du coup à Double or Nothing. C'était un match très très sympathique et j'ai l'impression que pour pallier un petit peu à ce manque d'investissement autour de la division féminine, la AEW a réussi à miser sur les Fatal 4-Way, voilà, donc les matchs à 4 pour apporter une sorte de dynamisme entre les femmes. Et ça fonctionne très bien. J'ai peur par contre qu'ils se posent trop sur ces Fatal 4-Way pour qu'on se dise voilà, ils font que des Fatal 4-Way. J'espère qu'on va avoir quand même un petit peu de renouveau autour de cette division féminine qui malgré tout a quand même fourni un bon match, une bonne confrontation. Voilà, on a eu également un match que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est Matt Hardy et Kenny Omega qui ont fait équipe. Alors ça c'est une équipe qui moi m'envoie clairement du rêve, c'est des catcheurs que j'apprécie beaucoup et qui ont affronté du coup Proud and Powerful, donc Santana et Ortiz. Match qui était très très sympathique, c'est Matt Hardy et Kenny Omega qui ont remporté la victoire. Je vais pas dire logique, mais quand même, ça les met bien en avant, donc c'est très très cool. Matt Hardy qui fait un petit peu le remplaçant de Eggman Page. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce match qui était quand même très sympathique et qui réussit à faire en sorte que Matt Hardy ne soit pas non plus déjà délaissé dans le programme, mais également passe pour un vieux qui n'arrive plus à catcher, parce que les 3 autres mecs qui sont autour de lui sont des catcheurs vraiment très très bons. Donc voilà, bien joué pour cette belle initiative. On a MJF qui a fait ses retours officiels sur le ring. Il a affronté un jobber et il l'a battu très facilement. Pas grand chose à dire de plus. MJF qui est de retour pour catcher. Et ça c'est très très cool. On a eu aussi un programme qui était très étonnant. Parce qu'on a eu un jobber qui est clairement un jobber qui a été plus présenté. C'est un mec qui s'appelle Pineapple Pete. Et ça c'est marrant. Parce que Pineapple, et il s'appelle Pete. Et ça c'est drôle. Et du coup, il y a 2 semaines, il me semble, ou la semaine dernière, non il y a 2 semaines, il avait, ou la semaine dernière, je sais même plus, voilà, bref, il faisait office de public, comme la AEW aime le faire, ils mettent un petit peu des gens pour imiter un public, des gens qui sont sans doute des catcheurs ou des performers. Et du coup, voilà, pendant l'entrée de Chris Jericho, ils s'étaient un petit peu engueulés tous les deux, et Pineapple Pete, il a foutu une gifle à Chris Jericho. Alors le mec, il est payé 300 balles, et il fout des gifles à des mecs qui sont payés des millions. Ok, d'accord, dans quel monde vit-on? Et du coup, on a eu une confrontation entre les deux, un match entre les deux, qui est bien sûr remporté par Chris Jericho. On n'est pas non plus idiot. Voilà. Bravo Pineapple Pete. À la prochaine, peut-être. Suite à ça, d'ailleurs, on a quelque chose d'assez sympathique. On a Chris Jericho qui est là sur le ring parce qu'il a gagné, et le Inner Circle qui arrive pour un petit peu l'encourager. Voilà, c'est la bande à Jericho, on rappelle. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Vega One qui est le drone de Matt Hardy, qui a une conscience propre, donc du coup il fait ce qu'il veut, et du coup il vient rendre la ceinture, il vient rendre le t-shirt de l'Inner Circle pour refuser poliment la proposition de Chris Jericho de rejoindre le Inner Circle. Et juste après ça, il n'aura pas dû refuser parce qu'il se fait totalement détruire au sens propre, parce qu'il se fait il s'est pris la batte de baseball de Chris Jericho directement dans sa petite tête de petit drone. Voilà, donc malheureusement il n'y a plus de Vega One. Voilà, donc on continue la rivalité entre Matt Hardy et le Inner Circle, avec Chris Jericho qui commet des actions horribles et impardonnables même, on pourrait dire. Voilà. On a du coup des matchs pour la semaine prochaine qui sont annoncés, également un petit récap pour Double or Nothing. Du coup la semaine prochaine on aura Phoenix contre Orange Cassidy, forcément après ce qui s'est passé. MJF qui va affronter Marco Stunt. Voilà, on aura également une interview entre Arn Anderson et Jake Roberts. À eux deux, ils cumulent à peu près 110 ans de vie, bravo. Et on a aussi Sammy Guevara, oui, contre Matt Hardy. Et le dernier match qui a été annoncé, c'est Jon Moxley, le champion AEW, qui va affronter Ten qui est l'un des larbins de Brody Lee. D'ailleurs, en parlant de larbins de Brody Lee et de Brody lui-même, c'est le main event de cette soirée, c'est Brody Lee qui affronte Christopher Daniels. Voilà, on rappelle pas ce qui s'est passé entre SCU et le Dark Order ces derniers mois maintenant.
Et du coup forcément on arrive à cette confrontation qui je pense va être un petit peu la conclusion de cette rivalité entre les deux clans. Brody Lee qui affronte Christopher Daniels. Bien sûr je vais pas vous faire l'affront de faire semblant de vous mettre le suspense. C'est Brody Lee qui a remporté cette victoire. C'était quand même un match assez compétitif, hein. Christopher Daniels qui est malgré son âge maintenant assez avancé, plus d'une quarantaine d'années, le vétéran des rings arrive quand même à proposer une bonne prestation en main event. Malgré tout, voilà, dans le programme c'est Brody Lee qui doit être mis en avant, et il a été mis en avant en remportant cette victoire. On a eu quelques interventions extérieures avec Frankie Kazarian, Scorpio Sky et également Colt Cabana qui y sont venus. Et forcément les mignons, comme apparemment ils se font appeler, les membres du Dark Order, les membres masqués sont venus aussi pour affronter, voilà, donc on a eu une bagarre à l'extérieur, et forcément après ça Brody Lee en a profité pour finir Christopher Daniels sur le ring et remporter la victoire. Et juste après ce main event qui était quand même très sympathique, que je vous invite à aller voir si jamais vous hésitez, c'est Jon Moxley qui est venu pour se venger de la semaine dernière, parce qu'il s'est fait attaquer par Brody Lee et les compagnons, la bande Ali. Pas Ali de Cat Club, hein, l'autre Ali, Brody Lee. Et du coup, forcément Jon Moxley est venu pour un petit peu se venger, il arrive à faire prendre la fuite aux membres du Dark Order. Et tout simplement, il prend le micro à la fin du show pour dire que malheureusement pour lui, Brody Lee, c'est sans doute la pire décision qu'il a faite de toute sa carrière. Et ça va d'ailleurs finir sa carrière parce qu'à Double or Nothing, il va le détruire. Voilà, donc on a cette fin de show que j'ai plutôt bien apprécié. Et que voilà, j'ai hâte de voir le match entre Brody Lee et Jon Moxley, ça peut être très très sympathique. On termine du coup cette vidéo, je termine cette vidéo avec vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites moi ce que vous avez pensé de ces shows, également ce que j'ai dit en tout début de vidéo hein, concernant les remerciements sur la dernière vidéo. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour cette chaîne La Taloche. Et également j'espère que je vous ai hypé, que je vous ai donné envie de voir cette vidéo qui sortira, je l'espère, très vite, et qui est un très très gros projet que j'espère vous allez soutenir tout autant que la critique Money in the Bank, même plus, j'espère même, parce que c'est une vidéo que j'ai vraiment hâte de vous faire visionner. Voilà, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas bien sûr à mettre un commentaire, un like, à même à partager la vidéo pour soutenir la chaîne, qu'on continue sur cette progression ascendante. Ça serait très très sympathique. À la prochaine, bisous.